littérature dans les rayons ce nouvel ouvrage, ce nouvel ouvrage, Mana, cette autre femme dédicacée ce week-end par son auteur à suivre en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué du gouvernement, communiqué présenté par le ministre Iouyaovi Atibé de l'Industrie et du Tourisme. Communiqué du gouvernement. Depuis le 19 août 2017, plusieurs localités de notre pays ont été confrontées à une vague de manifestations de rue organisées par le parti PNP et relayées dès le 6 septembre par une coalition de partis politiques. Ces manifestations ont été émaillées de graves violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, ainsi que de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels, notamment des atteintes à l'intégrité physique des personnes, destruction et dégradation de biens publics et privés. À aucun moment, les leaders des partis politiques concernés n'ont déploré, regretté ou condamné les violences et les exactions commises en marge des manifestations. Le caractère violent imprimé malheureusement aux marches organisées ces derniers temps s'inscrit en porte-à-faux à l'esprit non équivoque de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. C'est dans ce contexte que le gouvernement avait été amené à restreindre les manifestations afin d'éviter les marches et les cortèges en semaine au profit des meetings et de réduire ainsi les conséquences préjudiciables de celles-ci à la paix sociale, y compris les impacts négatifs sur les activités économiques. Les 30 et 31 octobre, le gouvernement a organisé des rencontres et échanges avec la coalition des partis politiques à l'origine des manifestations et avec l'ensemble des acteurs politiques afin de procéder à une évaluation conjointe des débordements et des dérapages enregistrés en marge des manifestations et de convenir des mesures à mettre en place pour non seulement préserver la liberté de manifestation, mais aussi garantir le droit d'aller et de venir aux autres citoyens. À l'issue de ces réunions, le gouvernement a rappelé aux partis politiques leurs devoirs et responsabilités conformément à la charte des partis politiques et à la loi portant statut de l'opposition. Ainsi, il a été convenu que les organisateurs des manifestations devraient disposer d'un service d'ordre interne et coopérer étroitement avec les forces de l'ordre en vue d'encadrer les manifestations et d'éviter les risques de violence et les débordements. Par ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme ont été invitées à contribuer par leur présence à l'observation des manifestations afin de recenser les éventuels cas de violence et de débordement. Afin de renforcer ces mesures visant à assurer la préservation et le respect effectif de la liberté de manifestation et réaffirmer sa détermination à promouvoir le retour au calme ainsi qu'un climat d'apaisement et de sérénité indispensable pour la recherche de solutions crédibles et durables à la question des réformes politiques, le gouvernement a décidé, ce lundi 6 novembre 2017,
de prendre les mesures nécessaires à la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes. La restitution des motocyclettes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017 et ce, après 22 heures. La levée de la mesure de contrôle judiciaire de M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, dans la procédure des incendies. En plus de ces mesures d'apaisement, le gouvernement prend également les dispositions nécessaires pour l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise et espère donc tout ceci conduira les partis politiques concernés à agir avec la plus grande retenue et responsabilité et à œuvrer pour l'intérêt national, par la sauvegarde de la paix et de la cohésion nationale. Fait à Lomé le lundi 6 novembre 2017, le gouvernement. Et voilà, c'était donc un communiqué du gouvernement, communiqué, vous l'avez suivi, présenté par le ministre de l'Industrie et du Tourisme. Nous l'annoncions à titre tout à l'heure, l'UHROM et son expérience font école. Une mission de la Cour constitutionnelle de la RDC est à Lomé pour justement partager cette expérience du HROM en toile de fond, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans les deux pays. Sandra Diabé, Félix Simdacha. L'atelier sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles tenu en juillet 2016 pour apporter une solution à la crise politique au Togo devient aujourd'hui un cas d'école. Une école à laquelle veut aller la délégation de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo auprès du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN. Nous sommes dans une transition politique, ce qui n'est pas le cas pour le Togo. Nous sommes là donc pour partager nos expériences sur le plan institutionnel, sur le plan politique et sur le plan constitutionnel. Quelles sont les réformes qui ont été entreprises par la République démocratique du Congo depuis une période récente jusqu'à ces jours. Et nous allons apprendre beaucoup de la partie togolaise sur la situation politique du moment, sur les perspectives à court et à moyen terme. La RDC a estimé important de venir échanger avec le HPU sur notre expérience en matière de formulation des réformes institutionnelles et constitutionnelles telles que préconisées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Évidemment, ce sera un échange aussi d'expérience avec la délégation de la RDC sur les mécanismes de la justice transitionnelle. Plus qu'un simple échange d'expérience, la présente rencontre prévue pour 5 jours va renforcer les deux institutions qui œuvrent pour l'ancrage de la démocratie dans leurs pays respectifs. Notre deuxième titre ce soir, la formation des inspecteurs de pêche. Ils sont du Togo et du Bénin, responsables de police, marins, modules de formation, les techniques de capture et de commercialisation des produits halieutiques. En filigrane, il s'agit de renforcer le contrôle pour lutter efficacement contre la pêche illicite. Les précisions, Lédé Koussao, Clarisse Aticlé. La pêche dite illégale, non déclarée et non réglementée prend ces dernières années des proportions inquiétantes dans le golfe de Guinée. La coopération française veut donc apporter son appui aux États pour enrayer le phénomène. La direction de la coopération de sécurité et de défense de France a initié cette session où les inspecteurs de pêche du Bénin et du Togo sont formés pour pouvoir mieux assurer le contrôle, la surveillance des pêches et la commercialisation des ressources marines. Il y aura une formation très pratique sur toutes les techniques d'inspection des pêches, inspection en mer, des navires de pêche qui peuvent pêcher dans les eaux du Togo et du Bénin, inspection à terre, des navires qui viennent faire relâche dans les ports, et inspection des débarquements, des navires de pêche qui voudraient débarquer leurs poissons dans votre
dans votre région, de manière à pouvoir mettre en œuvre les accords de la FAO sur les mesures du ressort de l'état du port et pouvoir lutter très efficacement contre la pêche illicite, non reportée et non réglementée. C'est un renforcement des capacités des acteurs, ceux qui interviennent dans le secteur de la pêche. Ils auront des formations sur la reconnaissance même des faits qui permettent d'identifier que c'est une activité de pêche INN. On aura à gagner si on arrive à éliminer la pêche INN, surtout pour nos pays où la pêche est essentiellement artisanale, donc pour la survie des populations. La pêche INN fait perdre aux États chaque année plus de 1,3 milliard de dollars. Ceci constitue une menace pour les économies quand on sait la place importante qu'occupe le secteur de la pêche dans le développement et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ces pertes constituent un manque à gagner énorme pour nos États et fragilisent le tissu économique de notre espace sous-régional. Cette formation des inspecteurs de pêche vient donc à point nommé, car elle intervient au moment où notre sous-région déploie des efforts de coopération pour éliminer ce fléau. Nous voulons au nom du gouvernement réitérer notre gratitude à la coopération française pour l'heureuse initiative qu'elle a prise de former les inspecteurs de pêche du Bénin et du Togo dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite. Il s'agira surtout d'une formation pratique basée sur des échanges d'expériences entre la France, le Bénin et le Togo. Ceci va davantage renforcer l'action de l'État en mer pour venir à bout de toutes les formes de criminalité dans l'espace maritime. Et le secteur de pêche au Togo, on le sait, est de mieux en mieux aujourd'hui organisé avec la création ici et là de groupements de pêcheurs. Quels impacts sur l'activité, quelles contributions pour le secteur? Élément de réponse avec Patrice Boko. Nous sommes ici à Katanga, un village de pêcheurs et transformatrices de poissons de la pêche artisanale, à la quête d'un mieux-être et plein épanouissement de leurs activités. Pour parvenir à leur autonomie financière, la création des coopératives est jugée nécessaire. Ceci pour impacter positivement le développement de la pêche artisanale. Aujourd'hui, avec les coopératives, où les forces sont réunies et les produits pêchés sont en quantité importante au niveau de la transformation jusqu'à la chaîne de commercialisation. L'organisation des pêcheurs que nous avons aujourd'hui a laissé un impact positif. Les produits transformés sont de bonne qualité et le consommateur n'a pas de problème et n'hésite même pas à le consommer. Aujourd'hui, le secteur de la pêche artisanale, surtout le littoral, et la pêche lagunaire ou continentale au Togo, compte plus de 4 unions fêtières avec au moins 45 coopératives. Elle emploie plus de 3000 jeunes et plus de 10 000 femmes qui occupent une place importante dans l'économie nationale. S'ils vont à la pêche, d'autres fois, les filets sont gâtés. Où ils vont trouver de l'argent? C'est chez nous. Nous les aidons à acheter les filets qui sont gâtés, les machines en bord qui est gâtée. Des jeunes gens vont, mais quand même, ils veulent aller à la pêche. Ils veulent pêcher. Ils savent le travail, mais ils n'en ont rien. Mais nous les aidons à leur acheter tout. On trouve un peu, pour aider nos enfants à aller à l'école, aider pour faire autre chose aussi. Mais c'est à cause de ça, nous ne voulons pas envier les salariés. Les organisations, les partenaires en place qui nous appuient techniquement, il y a des accompagnateurs, tout ça là pour essayer. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, sur le plan gestion, les gens ont compris ce que c'est que la comptabilité simple. Les gens tiennent des cahiers, les gens tiennent des carnets, les gens ont ouvert des comptes, les gens ont des comptes dans les banques un peu partout. Donc il faut dire que notre activité, c'est une activité qui nourrit son homme. Prenant en compte leurs efforts et dans le souci de mieux les encadrer, le gouvernement a décidé, avec le soutien financier des partenaires, de mettre à leur disposition un port de pêche ultra moderne. Également dans l'actualité, sachez que l'administration et les élèves de lycée de Gandou et de Saint-Cassé sont désormais connectés au reste du monde grâce à Rotary Club, joueur d'Apon, avec le soutien de Emma Bontos et Yovo Togo. Et bien des salles informatiques viennent d'être ouvertes sur place. Le dispositif leur permettra de faire des recherches. Désiré Aloy.
Un rêve qui devient une réalité au lycée de Gando dans le Sud et à séquencer 2 milieux d'acquisition de savoir, des espaces renforcés aujourd'hui par des salles informatiques, des ordinateurs équipés de logiciels libres permettant de faire des recherches. Les élèves, le corps enseignant et le staff administratif de ces établissements sont désormais connectés. Une donation de Rotary Club Tandjouar d'Apoan avec le soutien des associations Jump, Yovo Togo et Emavuntus. Une volonté manifeste pour soutenir le gouvernement togolais dans son plan d'action sectoriel de l'éducation de qualité. Le Rotary, un club service qui a pour devise servir d'abord. Et le Rotary cultive l'entente et la paix mondiale. Et je dis que ceci, si nos donateurs continuent à le faire, c'est parce qu'ils sentent dans notre pays un climat de paix, un climat de sérénité. Nous pouvons tout acheter, nous ne pouvons jamais acheter la paix. Tout se fait dans un climat de paix et de sécurité grâce à la politique du chef de l'État qui ne cesse de garantir la stabilité. Je trouvais ça très nécessaire parce que vous savez, à Gando, on n'a jamais bénéficié de cet apport et je crois que ces outils informatiques viennent à point nommé pour aider nos apprenants à s'ouvrir sur l'actualité. Avec ce matériel, les bénéficiaires sont ouverts au monde. L'autre avantage, ils passent du manuel au numérique. L'informatique nous aide à compléter nos recherches et je remercie sincèrement Yovo Togo. Avec cet ordinateur, nous allons évoluer non seulement dans la vie, non seulement dans le cadre académique, mais dans la vie active. Ceci vient à point nommé combler les attentes de nos apprenants. Je veillerai personnellement sur ce matériel informatique à ce que bon usage en soit fait. C'est un besoin nécessaire, une lutte contre l'analphabétisme du 21e siècle aux utilisateurs de prendre soin de ce matériel afin qu'il serve longtemps. Occasion de sensibiliser les élèves, les jeunes en général sur le civisme, la non-violence, la paix des conditions pour un bon développement. L'actualité à l'étranger, reprise du procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ce lundi à la Cour pénale internationale. À la barre, le général Philippe Mangou comme témoin à charge. L'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés, vous le savez, de crimes contre l'humanité dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Nouveau calendrier électoral en République démocratique du Congo. La présidentielle aura lieu finalement le 23 décembre 2018, date annoncée par la commission électorale, ce qui permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'au début 2019, ce que n'entend pas l'opposition déterminée à faire partir Joseph Kabila fin 2017. Au Tchad, la police a interpellé ce week-end plusieurs acteurs du secteur de l'aviation dans le cadre d'une enquête sur des trafics présumés d'immatriculation tchadienne. Des avions immatriculés au Tchad, au nom du Tchad, et utilisés par des trafiquants d'Europe de l'Est se seraient retrouvés en Syrie, une situation que N'Djamena cherche à élucider. Ce reportage Africa 24. Sur des trafics présumés d'immatriculation d'avions, la police a interpellé plusieurs acteurs du secteur de l'aviation, dont le directeur général de la compagnie aérienne Air Inter One, Mathias Tercy. Selon la police judiciaire, ce dernier est accusé d'être impliqué dans le trafic d'immatriculation d'un avion de type Airbus 340-312 qui circulait dans une zone prohibée en Syrie. Une accusation rejetée par les avocats de la compagnie qui estiment que leurs clients ne disposent pas d'un avion de ce type. Un avion qui n'a jamais été acheté par Air Inter One. Où est-ce qu'on a trouvé cette information? Mais qu'on rapporte les preuves. On ne peut pas sur la base des suppositions dire que Air Inter One, l'avion qui circule dans l'espace interdit, appartient à Air Inter One. C'est des pures suppositions et c'est des propos mensongers. Cet Airbus A340-312 appartient à une compagnie nationale syrienne. Et ça circule avec ses pièces. Ce n'est pas une pièce tchadienne. En septembre 2017, plusieurs cadres de l'État, dont la ministre de l'Aviation civile et de la météorologie, Awa Mahamad Assil, ont été limogés pour nécessité d'enquête judiciaire relative au trafic présumé d'immatriculation. Selon certains observateurs, cette affaire judiciaire risquerait de devenir une affaire politique. Relativement à l'affaire qui a défrayé la chronique depuis un certain temps et qui a même valu
au Tchad d'être traité d'un État terroriste. Aujourd'hui, c'est une affaire politico-judiciaire, on peut le dire sans risque de se tromper, pour la simple raison que les faits techniquement ne sont pas avérés. Le Tchad étant un État souverain, les États-Unis, s'il est vrai que les États-Unis soient intervenus d'une quelconque façon, ne peuvent pas instruire les autorités tchadiennes pour mener de telle ou telle autre façon une enquête. Pour rappel, un avion immatriculé au Tchad s'est retrouvé au Kazakhstan, puis en Syrie, impliqué dans un trafic d'armes et de munitions. Une affaire que les autorités en charge de l'aviation et de la justice tchadienne cherchent d'autant plus à élucider que les conséquences sur le plan international sont importantes. En septembre 2017, un décret migratoire signé par le président Trump interdit aux citoyens tchadiens de se rendre sur le territoire des États-Unis. Et sachez aussi que 2 ans après la COP 21 de Paris, où 196 pays se sont mis d'accord après des années de négociations pour lutter contre le changement climatique, eh bien l'urgence d'agir se fait pressante. La température globale de la planète a augmenté en 2016 de 1,1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Le niveau des océans pourrait augmenter d'1,3 mètre d'ici la fin du siècle si les centrales à charbon ne sont pas toutes fermées d'ici à 2050. La COP 23 ouverte ce lundi à Bonn en Allemagne soulève donc beaucoup d'attentes et pour la première fois, sachez qu'un petit pays insulaire particulièrement vulnérable tient la présidence de la conférence onusienne, les îles Fidji. Cela dit, retour chez nous au Togo, fin ce week-end de la 18e Convention nationale des hommes d'affaires de plein évangile, convention couplée de la célébration des 30 ans de la dite communauté au Togo. Elle s'est terminée sur une bonne note avec de nouvelles résolutions de la part des délégués, des résolutions qui sont beaucoup plus tournées vers le social. Reportage de Sonia Ménico avec Doudou Arrêt. Jours de prière, d'adoration, de témoignages et d'échanges autour d'un seul mot, l'amour. Les participants à cette 18e convention de la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile ont une fois encore montré leur attachement à Dieu et leur volonté d'enseigner la parole divine à travers le monde. Ils sont donc sortis nantis de nouvelles connaissances avec de nouvelles perspectives. Nous avons compris, déjà même dès le premier jour, que notre amour est un peu biaisé, notre amour est superficiel, parce que c'est l'amour de Christ qui nous pousse à aimer les autres. Et c'est cet amour que nous avons pour les autres qui nous amène à les conduire à Christ, pour qu'ils découvrent la plénitude de l'amour qui est dans Jésus-Christ, qui s'est donné par amour pour le salut de l'humanité. Cette convention a été l'occasion pour nous examiner le chemin parcouru, les forces et faiblesses de notre organisation, pour lancer les bases pour les 30 années à venir. Cette 18e convention et cet anniversaire est comme un tremplin pour que nous puissions aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut et pérenniser ce mouvement, cette communauté dans le temps. La 18e convention, couplée de la célébration des 30 ans d'existence de la communauté au Togo, était également un moment de retrouvailles et de fraternité. L'ambition désormais est de s'investir davantage dans ce mouvement pour assister nombre de personnes qui aspirent à connaître le Seigneur. Nous comptons encore et mettre plus d'accent sur tout l'être. Ne pas seulement s'arrêter à vouloir communiquer Jésus aux gens, mais tout l'être. Nous voudrons maintenant étendre nos activités sur le plan social vers beaucoup d'autres domaines. Des trophées et attestations de participation ont été remis à tous les participants qui ont fait le déplacement du Togo. La communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile est basée dans 200 pays dans le monde avec plus de 500 groupes appelés chapitres. Au Togo, elle compte 36 chapitres qui se trouvent dans toutes les régions. Littérature, nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre. Maintenant, cette autre femme, eh bien, c'est le titre de l'ouvrage de Marcel Maye Ayendo, paru aux éditions Raro. Ce livre rend un hommage vibrant à la femme africaine qui, par son courage et son intégrité, participe efficacement à la construction de ce continent. Reportage de Carmen Madjija-Kapo. Autre femme. Ce récit de Marcel Maye Ayendo
retrace la vie d'une femme qui, de par sa détermination, a aidé le peuple tiwa à éviter le chaos. Dans cet ouvrage, l'auteur a actualisé les faits passés afin de les rendre plus vivants à l'esprit du lecteur. Mana, cette autre femme, vient illustrer le principe de la transmutation de l'antériorité à l'actualité, destinée à maintenir éveillée la conscience de la classe dirigeante de l'Afrique moderne. Elle a été désignée par hasard par le village à aller réclamer leur part des biens qu'on devait octroyer aux sinistrés de la grande pluie qui a causé une inondation. Donc parce que le village a été marginalisé, on a envoyé 3 femmes conduites par 2 hommes tout juste pour les encadrer, mais c'est les femmes qui sont parties réclamer leur dû au roi. Et c'est Mana qui prenait la tête, qui a dit toutes les vérités au roi. Il y a un proverbe qui dit lorsque vous faites un travail, on le reconnaît par les effets. Elle est intègre, elle est aimée par tout le monde, même par ses coépouses. Elle est la conseillère, les jeunes l'appellent notre maman. Mana, cette autre femme de Marcel Maillet Ayendo, est parue aux éditions Raro. Le récit, selon ses éditeurs, répond à une double approche littéraire par laquelle l'auteur peint l'Afrique comme un continent désormais mature et réfléchi. Mana, cette autre femme, a été éditée grâce au fonds d'aide à la culture, n'est-ce pas? Mais c'est n'est-ce pas, les éditions qui ont trouvé que l'ouvrage a une qualité littéraire et peut justement être publié. La promotion du livre doit s'intégrer dans une politique nationale du livre, n'est-ce pas? Et il est évident que la dédicace que nous faisons aujourd'hui, c'est de porter au public cet ouvrage, c'est de faire connaître, c'est une reconnaissance à la fois de l'écrivain, mais c'est aussi une présentation de l'ouvrage, pour que l'ouvrage soit connu. Marcel Maillet Ayendo est originaire de Momé dans la préfecture de Vaud. Il a été professeur de français au lycée d'Aklakou et de Nikonapoué. Il est également un cadre de l'administration civile qui a servi au Conseil supérieur national de l'éducation et à la direction régionale de l'éducation Lomé-Golfe. Un mot de sport dans cette édition avant le grand magazine de sport de ce lundi soir à partir de 21h. Sport donc avec l'apothéose hier au stade municipal de Lomé de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3. Une compétition remportée par le Nigeria chez les hommes et le Mali ici au niveau des dames. Tandis que le Togo a achevé sa course en quart de finale. Retour sur la participation du Togo à cette première édition de la CAN de basketball 3 contre 3 avec Modeste Kouma. À cette Coupe d'Afrique des Nations de basketball tri-on-tri, le Togo y a participé avec 2 équipes, une masculine et l'autre féminine. Les dames ont livré 4 matchs, elles ont perdu 3 et elles en ont gagné 1. On sait d'abord qu'on a le niveau, mais on est dans une poule qui est un peu costaud. Donc on sait qu'on peut mieux faire et que prochainement on fera mieux. On n'est pas décisif sur le terrain. Et il nous manquait aussi la cohésion. Voilà. Au niveau des dames, nous avons connu un résultat pas très honorable, mais ce que nous avons gagné, c'est que les filles ont compris que c'est jusqu'à la dernière minute que les préparatifs se font. En 3 matchs, les hommes ont remporté 2 victoires et ont perdu la dernière en quart de finale face à Madagascar. Si je suis arrivé au quart de finale, c'est une joie pour moi, mais j'aurais certes voulu battre encore Madagascar, d'autant plus que j'ai eu déjà à jouer 2 matchs amicaux avec eux. Au dernier match, on pouvait encore, je crois. On pouvait, mais là aussi, je crois qu'il y a un manque de conviction, un peu plus de fébrilité aussi. Surtout en défense sur 1 ou 2 mouvements décisifs. 1 ou 2 mouvements qui devaient être faits pour qu'on puisse gagner ce match-là. Mais ne l'ayant pas fait, ça a permis quand même cette défaite-là qu'on pouvait gagner. Les résultats de la participation des 2 équipes sont mitigés. Elles ont manqué de physique et d'expérience.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a la satisfaction quant à ce qui concerne la prestation, mais au moins nous avons permis à nos athlètes de se jauger. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de leur dire. Ils savent ce qu'ils valent par rapport au basketball africain. On a vu des joueurs adroits, on a vu des joueurs résistants, on a vu des endurants. Donc chacun saura se mettre à sa place par rapport à ce qu'on a vu. Toutes les lacunes corrigées, les deux équipes seront mieux aguerries pour les échéances futures. Retour sur ce communiqué du gouvernement présenté en début de journal, communiqué présenté par le ministre Iouyovi Atibé de l'Industrie et du Tourisme. Communiqué du gouvernement. Depuis le 19 août 2017, plusieurs localités de notre pays ont été confrontées à une vague de manifestations de rue organisées par le parti PNP et relayée dès le 6 septembre par une coalition de partis politiques. Ces manifestations ont été émaillées de graves violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, ainsi que de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels, notamment des atteintes à l'intégrité physique des personnes, destruction et dégradation de biens publics et privés. À aucun moment, les leaders des partis politiques concernés n'ont déploré, regretté ou condamné les violences et les exactions commises en marge des manifestations. Le caractère violent imprimé malheureusement aux marches organisées ces derniers temps s'inscrit en porte-à-faux à l'esprit non équivoque de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. C'est dans ce contexte que le gouvernement avait été amené à restreindre les manifestations afin d'éviter les marches et les cortèges en semaine au profit des meetings et de réduire ainsi les conséquences préjudiciables de celles-ci à la paix sociale, y compris les impacts négatifs sur les activités économiques. Les 30 et 31 octobre, le gouvernement a organisé des rencontres et échanges avec la coalition des partis politiques à l'origine des manifestations et avec l'ensemble des acteurs politiques afin de procéder à une évaluation conjointe des débordements et des dérapages enregistrés en marge des manifestations et de convenir des mesures à mettre en place pour non seulement préserver la liberté de manifestation, mais aussi garantir le droit d'aller et de venir aux autres citoyens. À l'issue de ces réunions, le gouvernement a rappelé aux partis politiques leurs devoirs et responsabilités conformément à la charte des partis politiques et à la loi portant statut de l'opposition. Ainsi, il a été convenu que les organisateurs des manifestations devraient disposer d'un service d'ordre interne et coopérer étroitement avec les forces de l'ordre en vue d'encadrer les manifestations et d'éviter les risques de violence et les débordements. Par ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme ont été invitées à contribuer par leur présence à l'observation des manifestations afin de recenser les éventuels cas de violence et de débordement. Afin de renforcer ces mesures visant à assurer la préservation et le respect effectif de la liberté de manifestation et réaffirmer sa détermination à promouvoir le retour au calme
ainsi qu'un climat d'apaisement et de sérénité indispensable pour la recherche de solutions crédibles et durables à la question des réformes politiques, le gouvernement a décidé, ce lundi 6 novembre 2017, de prendre les mesures nécessaires à la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes. La restitution des motocyclettes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017 et ce, après 22 heures. La levée de la mesure de contrôle judiciaire de M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, dans la procédure des incendies. En plus de ces mesures d'apaisement, le gouvernement prend également les dispositions nécessaires pour l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise et espère donc tout ceci conduira les partis politiques concernés à agir avec la plus grande retenue et responsabilité et à œuvrer pour l'intérêt national, pour la sauvegarde de la paix et de la cohésion nationale. Fait à Lomé le lundi 6 novembre 2017, le gouvernement. Voilà donc ce communiqué du gouvernement annonçant des mesures d'apaisement et l'ouverture d'un dialogue de la classe politique. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe les écrivains togolais que la Commission de l'Union africaine les invite à prendre part à la conférence panafricaine des écrivains qu'elle organise en collaboration avec l'Association des écrivains panafricains et la Fondation Thabo Mbeki à Accra, au Ghana, du 18 au 20 décembre 2017. La conférence sera une occasion de partage des expériences sur des questions pertinentes liées à la littérature et sa contribution au développement du continent. Pour renseignement, s'adresser à la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire CISE au 47 avenue des Nations Unies. Téléphone 22 22 86 83. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, excellente soirée.